tous invités à offrir un témoignage. Depuis 3 ans, des témoignages bouleversants sont présentés devant la commission Vérité et Réconciliation qui fait le tour du Canada. Des Amérindiens viennent raconter les terribles années qu'ils ont passées quand ils étaient enfants dans des pensionnats mis en place par le gouvernement canadien pour tenter d'assimiler les jeunes autochtones. C'est vers 1870 que les premiers établissements ont ouvert leurs portes. On arrache les petits autochtones à leurs familles, on les cloître dans ces écoles où on leur coupe les cheveux et on leur interdit de parler leur langue. 150 000 enfants ont ainsi été placés dans une centaine de pensionnats à travers le Canada. Des milliers d'entre eux y vivront des années d'agressions sexuelles à répétition et de violences qui laisseront des séquelles indélébiles. C'est ce qu'est venu raconter avec émotion cet Atikamekw lors du passage de la commission à Montréal cette semaine. Il m'a baissé mes pantalons et puis il a mis ses mains dans mon anus. Des vies entières détruites. Je me suis mis à boire, puis à boire, puis à boire. J'ai voulu me suicider une dizaine de fois, ou plus. Et le silence pendant tant d'années. C'est pour ça que j'ai gardé mon 50 ans de silence. Des vies ravagées également sur plusieurs générations, car beaucoup de ceux qui ont vécu ces traumatismes ont reproduit sur leurs enfants ces cycles de violence. J'ai vécu aussi de la violence conjugale. Cette commission vise à recueillir la vérité sur cette sombre page de l'histoire canadienne et elle cherche aussi une réconciliation qui sera plus difficile à atteindre. Je peux-tu pardonner à ces gens-là? Je ne sais pas. En 2008, le premier ministre Harper a présenté des excuses aux anciens pensionnaires pour cette tentative de génocide culturel dont les communautés autochtones tentent encore de se remettre. Un simple verre d'eau à ses lèvres. Un verre qui repart plein avec la préposée 20 minutes plus tard. Je l'ai suivi, moi, sur la caméra que j'avais dans sa chambre. Et moi, à distance, je voyais qu'elle souffrait, mais pas elle. Il a fallu que j'appelle la chef d'unité, le coordonnateur, pour dire « Ma mère souffre, faites quelque chose ». De chez elle, sur son téléphone, Nicole assiste, impuissante, au dernier jour de vie de sa maman. On m'avait quand même permis d'aller la voir. J'ai passé le samedi précédent sa mort, puis le dimanche 45 minutes avec elle. Quand on rentrait là-dedans, là, ça sentait la mort. C'était vraiment lugubre. Nicole, comme la plupart des familles de victimes, sera privée d'enterrement, confinée avec son chagrin. Et avec cette question, pourquoi une telle hécatombe dans ces établissements spécialisés pour personnes âgées qui enregistraient dans le même temps jusqu'à 75% des victimes du coronavirus au Québec? C'était des numéros, je pense, c'était plus des personnes. Le CHSLD n'était pas prêt du tout à cette crise. Pas prêt face à la crise. Les mêmes conclusions reviennent, encore et encore, dans les rapports d'enquête à travers le Québec et ailleurs au Canada. Direction l'Ontario, où 1 an après, la pandémie poursuit ses ravages. Merci beaucoup. Bonne journée. La province est bouclée. La 3e vague a déplacé l'épicentre de la crise de Montréal à Toronto, où pour Candace Rennick, 20 ans de soins auprès des personnes âgées, aucune leçon n'a été tirée de l'hécatombe du printemps 2020. Nos membres vivent un épuisement complet et total. Il y a une crise et ils n'ont reçu que peu ou pas de soutien. De la première à la 2e vague, la situation a empiré parce que nous avons perdu du monde. Les gens ont quitté le secteur, ils ne travaillent plus dans les soins de longue durée. Et le gouvernement n'a rien fait pour retenir ou pour attirer du personnel. Donc en fait, la crise s'est aggravée. Un réseau à bout de souffle. Ici, la 2e vague a plus tué encore que la première. La palme du pire revenant au secteur des structures de soins privées à but lucratif. Extendicare, l'un des plus importants gérants de ce type d'établissement dans la province, a refusé notre demande d'entrevue. Pour la chercheuse Tamara Dali, il est pourtant grand temps de discuter du modèle d'affaires de ces entreprises. Les résidences publiques et à but non lucratif réinjectent leurs profits dans leurs établissements, alors que celles à but lucratif les en retirent. Ils n'augmentent donc pas leurs effectifs de la même manière que les résidences publiques ou à but non lucratif.
C'est ce que la pandémie a révélé. C'est que les résidences qui opéraient déjà comme ça et qui ne respectaient pas forcément les normes se sont moins bien portées. D'une façon générale au Canada, on a tendance à ne pas valoriser les personnes âgées. C'est un scandale de corruption qui a coûté très cher aux contribuables québécois, surtout dans les années 1990 et 2000. Une véritable industrie, un système mêlant industrie, bâtiments, fonctionnaires, politiciens, mais même mafia italienne ou encore syndicalistes. Il a fallu la mise en place d'une commission Charbonneau pour que ce système soit démasqué. Cette commission vient de rendre son rapport. On retrouve à Montréal, au Québec, Catherine François. Bonjour Catherine. Peut-être d'abord quelques mots sur le mandat de cette commission Charbonneau, mais aussi sur ce qu'il faut retenir de ce rapport. Alors, cette commission Charbonneau qui a donc été mise en place il y a 4 ans maintenant, qui a tenu plus de 263 jours d'audience, qui a entendu plus de 280, près de 300 témoins au total, plus de 1400 personnes interrogées. Ça vous donne une idée de l'ampleur. Alors, qu'est-ce qu'on est venu raconter finalement devant cette commission pendant toutes ces journées d'audience? On est venu raconter comment donc la mafia et le crime organisé avaient infiltré le plus gros syndicat du Québec et l'industrie de la construction au Québec, en contrôlant, si vous voulez, tous les marchés publics au sein de la ville de Montréal, au sein de la ville de Laval, donc les 2 plus grandes villes du Québec, mais également au sein du ministère des Transports du Québec notamment, via tout un système très organisé de corruption d'ingénieurs et de fonctionnaires de la ville de Montréal, par exemple, et de collusion également entre des entrepreneurs. Donc là, aujourd'hui, on rend public le rapport final de cette commission, plus de 1700 pages, c'est tout frais, ça vient de sortir. Et je vous dirais, essentiellement, ce qu'il faut retenir, Mohamed, c'est les 60 recommandations qui sont faites par la juge France Charbonneau dans ce rapport, en fait. Des recommandations qu'ils ont faites directement au gouvernement du Québec, et notamment la mise en place d'une autorité des marchés publics, justement pour gérer l'octroi des marchés publics à Montréal et dans les principales villes du Québec et au sein du gouvernement du Québec, pour éviter justement qu'on se retrouve avec tous ces systèmes de collusion et de corruption. Autre recommandation également, que le gouvernement prenne des mesures très sévères pour lutter contre l'infiltration par le crime organisé dans l'économie officielle, dans l'économie de la province, l'économie des villes, etc. Et pour finir, je vous dirais, Mohamed, dans sa présentation qu'elle vient de faire, la juge France Charbonneau, elle a salué le courage de tous les témoins qui sont venus expliquer parfois presque, j'allais dire, au péril de leur vie, puisque la mafia et le crime organisé étaient impliqués. Et elle a tenu à dire aux Québécois que ça sera une vigilance pour chacun d'entre nous ici, finalement, de tous les jours, pour ne pas hésiter à retourner dénoncer ces pratiques de corruption et de collusion, parce qu'on se doute bien qu'elles vont avoir tendance à perdurer. Catherine François, à Montréal, au Québec, pour TV5 Monde. Merci Catherine pour ces précisions. En quittant le Sénégal pour le Canada, Amadou croyait rejoindre un Eldorado, celui du plein emploi et d'une qualité de vie mondialement connue. J'étais cadre en marketing, j'ai travaillé pendant 10 ans avant de venir au Canada. Un appartement, une carte de résident permanent et un poste prometteur dans une grande entreprise d'archivage de données informatiques. Mais très vite, le rêve se transforme en cauchemar, son équipier le harcèle. Il a commencé par me traiter de noir, tu es venu au Canada, tu dois travailler très fort, ici c'est chez moi. Et sinon je sors mon fouet. Et il me le disait de manière répétitive. Il a dit un jour, parce qu'il y avait un masque de singe qui était là-bas, il dit que voilà ton frère qui est là. J'ai dit, arrête, ça ne marche pas. Il me dit, c'est un frère singe, il est là, tu as vu le singe, c'est ton frère. La direction de l'entreprise, au courant des faits, propose une médiation, mais ne sanctionne pas son bourreau. Amadou tombe en dépression, puis obtient un arrêt de travail. Sa première plainte en justice est déboutée. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien. Bienvenue à la CSM. L'employé trouve alors une aide juridique précieuse auprès de son syndicat.
Le tribunal administratif jugera finalement que le harcèlement raciste a causé une lésion professionnelle. Une décision rarissime. Et pourtant, il continue toujours à travailler là-bas. En pleine opération séduction pour recruter des travailleurs étrangers et contrer le vieillissement de sa population, le Canada s'ouvre à la diversité. Mais l'affaire Amadou Gaye rappelle que le racisme peut être un frein puissant à l'intégration des nouveaux arrivants. C'est une victoire syndicale, mais c'est aussi une victoire politique, parce que ce combat-là, c'est pas juste un combat syndical, c'est aussi un combat de tous les instants. Donc, ça nous appelle à être davantage vigilants comme syndicalistes, mais ça peut nous amener éventuellement à travailler plus que jamais sur les questions d'intégration. Amadou fait partie des minorités visibles, parfois protégées au travail, mais rarement dans la rue. Selon les derniers chiffres de Statistique Canada, les crimes haineux ont quasiment doublé en quelques mois. Principales victimes, les musulmans, les juifs et les noirs. Des attaques via Internet, mais aussi en plein jour dans des grandes villes, comme à Toronto, où ces vidéos ont été tournées. He's touching him, he's pushing him. He's telling us to get up. You don't ask me a question here, my brother. Where the from? He's telling us we don't belong here. Avec l'essor des réseaux sociaux et l'augmentation des agressions signalées contre les minorités visibles du Canada, le militantisme antiraciste et contre les discriminations trouve un nouveau souffle. Malheureusement, si on n'embarque pas, on va juste laisser la place. C'est un espace qu'on n'occupe pas, puis il sera occupé par la droite radicale. Il sera occupé par des discours xénophobes, racistes, islamophobes, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pour son deuxième débat dans cette librairie de Montréal, le collectif Contre le racisme pour une lutte systémique fait salle comble. Moi, quand j'ai commencé à comprendre les enjeux du racisme et à en parler à mes amis blancs, je me suis heurtée à énormément de résistance, et ça a été très dur psychologiquement. Parmi les inquiétudes du moment, les priorités très nationalistes du nouveau gouvernement québécois. Il y a un débat sur la laïcité dans l'État, un débat qui, à mon sens, oui, est légitime, mais qui ne doit pas écarter toutes les actions qui doivent être prises concrètement contre le racisme, contre l'intimidation et la cyber-intimidation. Et j'ai hâte de voir comment notre gouvernement va pouvoir s'attarder à cette question-là, parce que ce qui se passe présentement, entre autres sur le web, est hautement problématique. Les attaques gratuites, sur Internet et dans la rue, Eve Torres les connaît bien. La neutralité de l'État et le port des signes religieux, ça va être le sujet majeur en fait du prochain Conseil national. Cette immigrée française convertie à l'islam a été cette année la première candidate voilée aux élections provinciales pour le parti de gauche Québec solidaire. Pour elle, les dérives identitaires de certains messages de la droite favorisent clairement le développement d'un discours de haine au Canada. Moi, essentiellement dans les réseaux sociaux, ça va de la menace de viol à l'insulte « retourne chez vous ». À chaque fois que politiquement, on a parlé des sujets de restriction de droits concernant les signes religieux, par exemple, dans la société civile, on a assisté à une augmentation des crimes haineux. La lutte contre les crimes haineux ne figure pas dans les priorités du gouvernement ou de l'opposition pour les prochaines élections fédérales fin 2019. La police explique, elle, être bien au fait du phénomène et dit poursuivre les arrestations dans le cadre de son mandat.